Depuis les crises grecques, espagnoles, portugaises, on avait un peu perdu ce sujet du regard. En tout cas, on avait moins les yeux focalisés sur la dette. Et pourtant, la dette, elle revient bruyamment à la une de l'actualité économique. Elle se rappelle à nos beaux souvenirs avec un record, 164 000 milliards de dollars. On va voir ce que représente ce chiffre avec vous. Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, 164 000 milliards de dollars. C'est donc un record. D'abord, est-ce que c'est une surprise qu'on atteigne un record en cette année 2017-2018 ? Alors, oui et non. C'est une surprise, mais est-ce que c'est si grave que cela et est-ce qu'on pouvait s'y attendre ? C'est ça la question. Et je pense que le chiffre en soi ne veut pas dire grand-chose. Il faut regarder dans la dette ce qui est de la dette publique et ce qui est de la dette privée. C'est pas la même nature et donc ça n'a pas les mêmes conséquences. Et même dans la dette privée, ce qui est de la dette des ménages, et notamment hypothécaire, et de la dette des entreprises. Alors, on va essayer de faire le tri. Donc, le chiffre a été donné par le FMI cette semaine. C'est 225% du PIB mondial. En gros, ça fait un peu plus de 3 fois le PIB mondial. Oui, donc ça peut effrayer. Et effectivement, pourquoi ça effraie ? Parce que toutes les grandes crises, que ce soit celle de 29 ou celle de 2008, mais même en passant celle de 2000, c'est souvent la source, c'est un endettement excessif. Mais c'est là où le début de mon intervention a été important, c'est que c'est souvent de l'endettement excessif, mais de l'endettement privé. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien essayer de dissocier les deux, l'endettement privé et l'endettement public. Et là, c'est le cas, c'est essentiellement de l'endettement privé. Alors non, c'est-à-dire que, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a tout de même, dans les pays développés, il y a tout de même un désendettement privé suite à la crise des subprimes, qui était un surendettement privé. Encore une fois, c'est pas l'endettement public qui a provoqué cette crise, mais pendant les années d'après-crise, entre 2008 et aujourd'hui, on a essayé de désendetter les ménages, notamment, qui s'étaient surendettés, et une partie pour éviter une dépression, l'endettement public a fortement augmenté au cours de cette époque-là. Donc là, le fort endettement public est lié à cette crise des subprimes. Mais encore une fois, une dette publique, ce n'est pas forcément synonyme de crise à venir. Alors, ça dépend. C'est-à-dire que globalement, si vous êtes endetté dans votre propre monnaie, si vous êtes un État endetté dans votre propre monnaie, et si en plus vous avez une banque centrale qui vous aide, il y a zéro risque de crise systémique. Vous voyez, le crise de la dette grecque, ils étaient pourtant endettés dans leur propre monnaie. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas la Banque centrale européenne qui pouvait être garant. Là, aujourd'hui, et notamment depuis le Whatever It Takes, on comprend que la Banque centrale européenne est un peu là pour aider les États. Donc, on voit que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, qui ont un fort endettement public, mais avec une banque centrale et qui sont endettés dans leur propre monnaie, qui fait son job, il n'y a aucun risque, finalement, de crise systémique. Il peut y avoir des ralentissements. Vous voyez, il y avait cette fameuse étude de Reinhardt et Rogoff de 2010, publiée dans l'American Economic Review, c'est la plus grande, la Bible exactement, qui nous disait qu'à partir de 90 points de dette publique ramenée au PIB, on commençait à avoir un problème. On commençait juste à avoir un ralentissement de l'économie, pas une crise systémique. Et cette étude a été fortement critiquée parce que ces deux auteurs ont un peu manipulé, en disant gentiment, les chiffres. Donc, il n'y a pas une vraie grande problématique quand c'est de la dette publique, même s'il faut faire attention et il faut regarder les actifs qui en face, etc. Mais globalement, c'est un peu moins grave. En revanche, quand c'est les ménages et les entreprises, ça peut être beaucoup plus grave, notamment quand ce sont les ménages. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu avec les subprimes. C'est ce qu'on a vécu avec les subprimes. C'est ce qu'on a vécu avec les call loans en 1929. C'est tout de même lorsque c'est là. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que tout de même, il y a dans beaucoup de pays, le désendettement des ménages est réel. Sauf en France. Vous voyez qu'effectivement, la France, où on voit qu'il y a un endettement privé qui continue à augmenter. La faute à l'immobilier, non ? Alors, il y a effectivement un peu d'immobilier et il y a aussi les entreprises qui continuent à... Donc, c'est vraiment un pays assez particulier aujourd'hui dans les pays développés. Après, il y a les pays émergents, mais dans les pays développés, la France est un petit truc à part. Il y a dans ce chiffre de 164 000 milliards de dollars un pays qui pèse extrêmement lourd, c'est la Chine. La Chine qui s'est massivement endettée au cours des dernières années. Est-ce qu'elle fait partie des pays qui ont une banque centrale forte et dont on se dit que finalement, c'est pas très grave qu'elle s'endette, ou est-ce que la Chine peut receler un danger pour les années qui viennent ?
C'est une question un peu plus complexe, mais à mon sens, et je ne suis pas un grand spécialiste non plus de la Chine, mais il y a moins de soucis quand ça se passe en Chine que lorsque ça se passe dans un pays développé, parce que le système est beaucoup moins ouvert, donc les diffusions, et il est extrêmement contrôlé. Donc encore une fois, ils sont endettés. Alors, le problème, c'est s'ils étaient endettés dans une monnaie étrangère, effectivement, il y aurait ce risque de change. Mais là, on voit bien que c'est tout de même relativement contrôlé par l'État, qui est un État assez fort. Et donc, il y a tout peut passer dans une dette publique finalement, et ça serait un peu moins grave. Il y aurait un ralentissement tout de même de l'économie s'il devait y avoir un souci. Et puisque c'est un pays extrêmement important, ça peut avoir des petits effets de diffusion sur les autres pays, mais ça ne sera pas, de mon point de vue, et je prends un risque, la crise de 2008 ou la crise de 29 ou même la crise de 2000. C'est vraiment un monde à part, la Chine, c'est un pays à part avec un raisonnement à part. Donc effectivement, le fort surendettement que l'on peut voir, c'est à 43%, me semble-t-il, le chiffre lié à la Chine. Donc on voit dans les autres pays, effectivement, dans les pays développés, c'est plutôt en légère baisse. Si on essaie de se projeter pour terminer, Éric Heyer, est-ce qu'il y a des chances qu'on batte à nouveau ce record de dette l'année prochaine et dans les années qui suivent, ou est-ce que le resserrement monétaire qui est en cours aux États-Unis et qui va avoir lieu à un moment ou à un autre en Europe va faire en sorte que les pays et les ménages sont moins endettés? Oui, alors, à un an, sans doute, on va le battre, mais c'est plutôt sur le moyen terme qu'il faut regarder. Le désendettement public est tout de même engagé, y compris en France. On devrait, alors c'est pas engagé là cette année. En tout cas, c'est ce que dit le gouvernement. Oui, c'est pas que le gouvernement. C'est-à-dire que globalement, compte tenu des déficits qui sont encore réels, mais qui sont en dessous des 3% et de la croissance globalement, on est aujourd'hui à 97 points de dette publique ramenée au PIB. On devrait, selon à peu près tous les scénarios, se situer en dessous des 90 à l'horizon de la fin du quinquennat. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une baisse qui devrait s'engager, même si on reste avec un endettement élevé, mais c'est en baisse, et ça, on va le voir dans beaucoup de pays. Donc l'endettement public, je ne dis pas qu'il est sous contrôle, mais il est légèrement en ralentissement. Ensuite, ce qui est un peu plus problématique, c'est l'endettement des ménages. C'est-à-dire que globalement, d'où vient ce surendettement des ménages? Ça, c'est les grandes théories de la stagnation séculaire, c'est de la mauvaise distribution des richesses, des inégalités. Et pour pouvoir faire consommer ces ménages modestes, on les endette. C'est la seule façon qu'on ait trouvé pour que le système continue à fonctionner. On est allé jusqu'au subprime à l'époque. Et donc ça, il y a un vrai problème sur le long terme d'inégalité. Qui était le bout de l'absurdité du système, les subprimes. Qui était le bout, bien sûr. On sait qu'on va de bulle en bulle dans ces cas de figure. Mais vous voyez que tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes d'inégalité, de redistribution des richesses, forcément, il y aura une tentation d'aller endetter les ménages. Et ça, on sait que c'est les plus vulnérables et c'est ce qui provoque les plus grandes crises. Ensuite, donc ça, il faut quand même regarder ça de près. Et il faut aller dans aussi plus de solidarité au niveau des unions bancaires. Le record de la dette, c'est pas si grave. L'endettement des ménages, c'est le point à surveiller. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, Éric Heyer. Merci d'avoir été une nouvelle fois sur le plateau d'Ecorama aujourd'hui.